Bonjour à tous, je suis Éric Brionne, métaverse humain, un tiers créateur de l'école Paris School of Luxury, un tiers DG du Journal du Luxe, un tiers métaverse et je suis l'invité de la chaîne YouTube de Franck Maes, chaîne qui a un nom sublime, Le Disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur, attachez vos ceintures. Eh bien, bonjour Éric, comment tu vas? C'est un bonheur d'être là dans une ambiance hyper particulière, une espèce de grange d'arc, ça me plaît bien. Eh bien écoute, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne. Ta chaîne, je la suis depuis un petit moment sur les recommandations de François-Xavier Goudement qui a été aussi sur la chaîne, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Branding Rockstar. Et qui est prof chez moi. Ah, et ben tu vois. Bon prof. Exactement. Et donc il m'a dit, il faut que tu suives Éric. Donc je suis parti faire un tour sur ta chaîne et puis très rapidement, je me suis abonné et puis très rapidement aussi, j'ai regardé les webinaires que tu animes sur ta chaîne qui sont d'excellente qualité. Donc j'invite les gens qui voient cette vidéo à regarder les webinaires. Bon, ils sont longs, mais forcément, il y a du contenu, puis il y a aussi beaucoup d'intervenants. Donc, je vous invite vraiment à regarder les différents liens que je mettrai en description dans la partie ressources juste en dessous de cette vidéo. Je mettrai l'URL de ta chaîne ainsi que 2-3 webinaires pour que les gens puissent aller voir. Donc, Éric, tu es spécialiste du luxe. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ma première question est la suivante. Comment on définit le luxe? Pour moi, le luxe, c'est la folie douce. Quel secteur voit ses clients heureux quand une marque augmente ses prix? Le luxe, folie douce. Je voyais Chanel, là, il y a eu les résultats il y a quelques jours, et parmi les arguments qu'a aimé la bourse, c'est une augmentation de prix depuis la crise Covid, 5e ou 6e. La bourse a adoré. Donc, on est face à un secteur qui est, je sais que pour toi, la singularité est totalement unique. Il est de plus en plus puissant, il est partout dans nos vies, et pourtant, il garde sa singularité. Alors, pour moi, on est dans cette folie douce. C'est une folie parce que les prix augmentent, c'est une folie parce que, tu vois, quel est le secteur qui a effacé l'année 2020? C'est le luxe, quand il se compare. Il se compare à 2019, en tout financièrement. C'est un luxe. Plus je le découvre, plus je le trouve antifragile, résilient. Il a cette folie que on a l'impression, et même ils le disent, il profite des crises pour être encore plus fort. Donc c'est pour ça que je sais que toi, la littérature marketing compte très bien. Alors c'est au-delà du marketing, je pense bien sûr au livre Antifragile. Il aime le combat, le luxe. Il aime les zones de stress. Il aime les remises en question et il transforme les menaces en opportunités. Et simplement, cette folie douce, c'est que c'est le seul secteur à avoir regardé droit dans les yeux la tech pour ses résultats financiers et boursiers. Aujourd'hui, quand on voit alors, on tourne, nous sommes avant l'été, la tech est en train de s'écrouler. Peut-être que d'ici là, elle augmente. Voilà. Mais en tout cas, lui, le luxe reste tel qu'il est. Donc, et pourtant, ça fait 18 ans que je le pratique. Il me fait découvrir chaque jour, il se remet en question chaque jour, il prend des risques. Bref, et il y a un marketing du luxe. Alors que les menteurs disent qu'il n'y a pas de marketing, mais en fait, quelle que soit la maison, de Hermès en passant par Chanel, je peux dire qu'il y a du marketing. Est-ce qu'il y aurait peut-être des grandes lignes où on pourrait se dire, ces grandes lignes définissent une marque de luxe, cette grille, on peut l'appliquer à cette marque, ça c'est une marque de luxe, on reprend cette grille, on l'applique à une autre marque, ce n'est pas une marque de luxe. Alors, j'avoue que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, chacun a sa définition du luxe. Et il y a des vieux clans qui vont te donner une définition à la virgule près du luxe. Moi, j'ai dépassé complètement ce stade. Je me rappelle quand j'ai écrit, alors tu citais en effet vidéo, alors je suis plus youtubeur, je l'ai été à un moment donné où je faisais des interviews comme toi, mais moi j'étais un peu dans le mode psychanalyste, je me mettais derrière. C'était une référence au divan de Chapier. Je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Entre guillemets, vraiment LinkedIn est devenu mon média. J'étais blogueur avec Dark Planner. Et je me rappelle l'un des premiers livres que j'ai écrit sur le luxe, il s'appelait Luxe et Digital. Et je parlais du coup de maisons comme Burberry, qui était très à la mode à l'époque, qui était très fort en le digital. Et je me rappelle les critiques, mais comment tu peux parler de Burberry, c'est pas du luxe. Le vrai luxe, c'est Chanel et Hermès. Tombait bien, je conseillais les deux.
Mais franchement, si vous allez chez Hermès en disant, vous savez, vous êtes le luxe, les autres, c'est pas intéressant, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, aujourd'hui, le luxe est tellement puissant. Le luxe est même méta. Pour moi, alors, c'est pas le méta post-Facebook. Moi, c'est ce qui m'étonne et c'est ce qu'a apporté le digital. Aujourd'hui, on est dans le métaluxe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on est dans une extension permanente du domaine du luxe. Il est dans nos vies. Quand tu vois, par exemple, quand tu es à New York, quand tu es à Times Square, tu sais que maintenant, Times Square, tu peux avoir une part de voix de 100%. Et le premier à l'avoir fait, l'un des premiers, c'est Tiffany, avec de la haute jo. Et c'était avec les Carters qui portaient un diamant de 180 carats. Donc, t'imagines une pub sur un objet, mais tu imagines que tu as une marque qui se prend une part de voix de 100% sur tout Times Square, sur un produit qu'il ne vendra jamais. C'est ça du luxe. Donc pour moi, c'est une folie douce. Quand on est dans une matrice de folie douce, on est dans le luxe. Mais alors, dans ce cas-là, quel est l'intérêt de payer une campagne de pub dans tout Times Square si on sait que c'est un produit qu'on va pas vendre? Et ça va rebondir peut-être avec la question suivante. En quoi le luxe est aussi basé sur l'expérience client? Parce que je pense que ça, c'est de l'expérience client. Bien sûr. Alors, parce que toujours, enfin, il y a une question d'écart dans le luxe. En fait, une marque de luxe forte, c'est une marque qui est désirée par énormément de monde et consommée par très peu. Donc l'exemple, typiquement, c'est Hermès. Ça, c'est une vieille définition parce que aujourd'hui, en effet, personne ou peu de gens peuvent se payer un Kelly Hermès. Mais par contre, tout le monde peut se payer, avec des sacrifices ou pas, un rouge à lèvres à 70 €, un parfum à 120. Donc c'est ça, ce métaluxe. Et sur Tiffany, alors, si on rentre sur l'histoire de Tiffany, pourquoi se faire une campagne comme ça? Tiffany a été racheté il y a un peu plus d'1 an par LVMH. Tiffany était un symbole du luxe américain, mais un symbole en difficulté, qui a essayé de séduire les jeunes de façon permanente sans y réussir. Et il a essayé de séduire les jeunes en baissant les prix. Donc quand tu baisses tes prix, tu baisses en désirabilité dans le luxe. C'est vraiment, t'as ça, cette notion de prix, elle est vraiment fondamentale, elle protège et autres. Et alors pourquoi, tu as envie de me poser, pourquoi un client du luxe est heureux quand il voit sa marque préférée augmenter ses prix? Bah, c'est tout simplement parce que toi, si tu as acheté un Kelly Hermès, quand tu le vois augmenter, tu te dis, bah, j'ai fait une bonne affaire. Donc vraiment, on est dans ce seul secteur qui est complètement magique. Alors, donc, Tiffany, marque qui baisse, puis marque qui se recherche, qui devient un peu trop mainstream. LVMH arrive, change complètement la donne, fait une campagne de pub, déjà pour plaire aux Z, qui est un de mes grands sujets, on pourra en parler avec mon école, et qu'est-ce qu'il fait comme campagne? This is not aux générations Z. Voilà, Faut que tu précises. Aux générations Z, ouais, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, il est moins de 26 ans, pour faire court. Et fait une campagne de pub. C'est la première campagne de pub d'LVMH. Ce n'est pas le Tiffany de ma mère. Donc déjà, on ose, vous voyez, on ose se fâcher avec ses clients. Avec la base. Avec sa base, ce qui est anti-marketing. Oui. Du reste, si t'es en off, business, voilà, enfin, luxe oblige de Cap Ferrer, t'as les anti-lois marketing, et c'est vrai, elles sont réinventées, mais t'as ça. Donc, déjà, on se casse avec la base, mais la base était déjà un peu partie. C'est le premier point. Ça veut dire qu'ils, attends, excuse-moi, ça veut dire qu'ils se positionnent, mais pas par rapport au marché, par rapport à eux-mêmes. Exactement. Tu as totalement raison. Donc, c'est toujours, alors, c'est cet équilibre ou cette illusion. On part de soi-même, mais en même temps, on écoute énormément le marché. Sûr, parce que d'où vient le luxe? J'ai envie de te dire, comité Colbert, on est à la cour de Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la naissance du luxe en France. Eh bien, on voit que les finances de la France sont au rouge vif. Pourquoi? Parce que, entre autres, eh bien, toute l'aristocratie adore le luxe, mais pas français. Donc achète, en effet, en Chine, en Hollande. Ben, une des premières actions de Colbert, c'est-à-dire, il faut reprendre en main, on va créer une industrie du luxe française pour le commerce extérieur. Ici. Donc, tu vois, c'est une écoute ici qui est là. Dans le 19e siècle, quand tu prends... moi, ma passion du luxe, elle vient de ma mère parce qu'elle était couturière. Et une couturière, ça n'existe plus comme métier. C'est des gens à l'écoute. Quand tu vas, en effet, comment dire, te faire un costume sur mesure, donc même au-delà de la sur-mesure, dans le bespoke, c'est l'écoute. Donc c'est ce jeu subtil entre l'écoute et
en même temps un génie créatif qui est défini que par le créateur. Mais je reviens sur Tiffany. Donc Tiffany, on se reconnecte avec les jeunes, avec notre note de Mother Tiffany, on appelle Mother Tiffany. Deuxième, justement, il y avait un problème de montée en gamme. Voilà. Je dis, voilà, il faut toujours avoir cette perception, en effet, de luxe, de richesse. Or, Tiffany baissait en valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une campagne avec les 2 égéries les plus chères de la planète, les plus puissants, les Carter, donc Beyoncé et Jay-Z. Et on va pas communiquer sur n'importe quel produit, on va communiquer sur la quintessence, ce qui est totalement inaccessible. Et en plus, on met un Basquiat avec la couleur Tiffany. Parce que là, c'est ça qui est encore très fort dans le luxe, c'est que les marques de luxe sont très fortes, elles dépassent leur logo, c'est la couleur qui est leur logo. Donc il y a plein de cheminements. Donc le rouge Ferrari, par exemple. Le rouge Ferrari, le orange Hermès. Aujourd'hui, par exemple, il y a une marque qui me fascine complètement, c'est Bottega Veneta. Bottega Veneta, elle a quelque chose que développe le luxe qui est assez incroyable, c'est le snobisme culturel. C'est extrêmement... Alors, les gens disent halo culturel, moi je dis snobisme culturel. C'est clairement des actions qui sont pensées pour développer un écart entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, à travers une puissance qui s'appelle la culture générale ou une culture artistique. Est-ce que tu aurais un exemple? Par exemple, là, regarde le visuel, je pense qu'en plus tu peux le montrer, de la publicité avec Tiffany, les Carters. À droite, tu as un tableau de Basquiat qui appartient à la collection Tiffany et qui, par heureux hasard, porte la couleur Tiffany. Donc, ce halo culturel, il est là, parce que quand tu décryptes un petit peu cette campagne, donc tu as ce bijou inaccessible. Puis, tu as ces 2 mégastars qui incarnent en plus un nouveau luxe inclusif, afro-américain, très fort. Et en plus, tu as Basquiat, en plus à l'unisson. Donc, tu as une dimension panafricaine qui est extrêmement intéressante. Donc, tu vois, je te rajoute des couches et qui porte la couleur de la marque Tiffany. Donc, tu peux même te dire, et c'est pas le cas, peut-être que Tiffany, c'est peut-être une commande de Basquiat par rapport à Tiffany. Donc, tout ça est construit très en mode blockbuster, parce que tu vois, on y va en cohérence, mais en mode blockbuster. Et du coup, tu as ces pages de pub que tu vois, et tu es à Times Square, et moi cette vidéo elle m'étonne totalement, et tu as une part de voix de 100%. Donc tu te prends in your face. Et donc tu as ce sentiment de puissance, de halo culturel, et puis tu n'as qu'une envie après, c'est d'y aller. Alors, et en plus si tu doutes, en même temps, qu'est-ce qu'il développe? Il développe aussi des révolutions qui sont un partenariat du coup avec Supreme pour l'Access, justement. Parce que l'Access, justement, elle était trop Access, l'Access, tu vois, de Tiffany. On met une couche de rareté avec. Et puis, on pourra en reparler parce que c'est un de mes gros sujets, stratégie NFT, voire même, alors ça s'est pas fait, Dieu merci, un Bitcoin Tiffany. Donc, tu vois, autant de symboles comme ça qui sont extrêmement intéressants. Mais commencer par Not Your Mother Tiffany, c'est oser dire, entre guillemets, à tes clients fidèles, c'est pas pour toi, c'est pour ta fille. C'est risqué. C'est risqué, certains n'ont pas aimé, mais en même temps, on est dans le fameux masochisme du client aujourd'hui. Tu es une femme de 50 ans, c'est quoi le message que tu renvoies? Donc alors le premier, c'est une réaction en effet épidermique. Le deuxième, c'est dire ah oui, mais bon, c'est une marque pour jeunes. Or aujourd'hui, la jeunesse, c'est le bien ultime du monde contemporain. Donc tout est gagné. Donc finalement, si c'est acheté par ma fille, il faut que je l'achète parce que je vais être encore plus jeune. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier, ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne, et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant, pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistible sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la 4e est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En 3e partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente.
Pour regarder ce cours en ligne, offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description, vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage. Donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Quels sont, on entend, moi j'en vois partout maintenant sur internet où on me parle de haut de gamme. On me dit c'est haut de gamme, c'est haut de gamme, c'est haut de gamme. Donc quelles sont les différences entre un produit haut de gamme et un produit de luxe? Alors ça c'est très intéressant. On va revenir, enfin vraiment, voilà, j'ai une inspiration, comme je crois profondément au marketing du luxe. Les bases ont été posées par Jean-Michel Capferrer, auquel voilà, je suis très grand fan. La différence entre les deux, voilà, et plus et entre premium et luxe. En fait, lui, il le dit très intelligemment. En fait, le premium, c'est les berlines allemandes. Le premium, c'est ce qui rentre dans une équation mathématique. C'est une culture d'ingénieur. Donc en France, on avait une premium. Citroën, par essence, est une marque premium. Alors après, ça a bien changé ici. Donc haut de gamme, c'est premium. Donc là, voilà, haut de gamme. Est-ce qu'il y a haut de gamme et premium? Alors pour moi, un vrai premium, c'est haut de gamme ici. Voilà. Donc tu vois, c'est-à-dire que c'est un temps. Voilà, enfin, tu arrives à mettre une équation, tu mets des chiffres, tu mets de la data à proprement parler. Sur le luxe, t'es au-delà. Sur le luxe, tu ne chiffres pas. Le luxe a ce génie de créer du tangible avec l'intangible. C'est pour ça, on en reparlera, qu'avec le Web 3, métaverse, NFT et luxe sont faits pour s'entendre et qui partagent énormément de valeur. Mais on en reviendra là-dessus. Moi, là, je sors le 12 octobre la suite du livre qui m'a mieux marché, qui s'appelle Luxe et Digital, qui sont normalement un mariage qui est un mariage de raison et pas d'amour. Donc, cette suite, à un moment donné, c'est un livre collectif, dans cette introduction, je parle de métaluxe. Ce métaluxe, c'est aujourd'hui poussé par le digital. Le luxe a dépassé toutes les frontières, pas de limite. Tu vois que le prochain défi de Dior, c'est l'hôtellerie. Quand tu vas, par exemple, dans le flagship 30 Montaigne, tu vois que il y a un musée adjacent, c'est pas une boutique, à la boutique géante, et que tu as tu as une chambre, enfin c'est plus qu'une chambre, tu as une suite unique dans cette boutique. Donc ça montre que et l'hôtellerie, et on sait que ça avance. Quand tu vois une des vidéos, tu pourras le passer, que j'adore, de chez Gucci, tu vois là on passe de LVMH ici, tu as une logomania Gucci où tu as du Gucci partout. Donc ça commence par le vêtement, le sac, une berline américaine, on peut aller même jusqu'au papier toilette. Tu as même, j'ai été voir aussi des pattes en forme de Gucci. Quand tu vois, par exemple, sur la boutique Dior du 30, tu vois que tu peux manger un gâteau étoile Dior. Donc, le diagnostic que je fais, c'est qu'aujourd'hui, le luxe n'a jamais été aussi puissant. Il faut savoir, moi j'ai créé une école il y a 4 ans, que je suis à plus de 4 ans, à plus de 600 étudiants. Je vois une passion des jeunes pour le luxe. Ils veulent bosser dans le luxe. Par passion et aussi par raison, parce que ça embauche et ça marche très très fort. Mais il y a vraiment une extension du domaine du luxe qui est extrêmement forte. C'est ça le métaluxe. Et pour revenir à ta question, parce qu'il y a un lien, pour moi c'est la revanche du luxe sur le premium. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90-2000 ? Plutôt 2000. Le premium a piqué tous les codes du luxe. Et c'est là où, du coup, tu voyais, avant, tu avais des pubs qui étaient extrêmement explicatives. On est passé à l'égérie qui va bien, le photographe de mode. Enfin, tu vois qu'aujourd'hui, tout pique les codes du luxe, quelque part. Et donc, avec cette extension du domaine du luxe, avec ce métaluxe, c'est aujourd'hui le luxe qui va dans le domaine du premium pour lui piquer des parts de marché, avec des produits qui sont adaptés, si tu veux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les champions de la bourse, si tu prends le CAC 40, aujourd'hui, le CAC 40 est entièrement dominé par, en effet, Hermès, LVMH, Kering et L'Oréal. Donc, voilà la différence. En fait, c'est une guerre.
En fait, le métal-luxe, c'est la revanche du luxe sur le premium qui lui a tout piqué. Et alors, est-ce que le luxe a piqué des codes du premium? Je ne pense pas, parce qu'il ne reste pas dans une dimension mathématique d'explication. Ce côté, cette culture d'ingénieur qui est extrêmement importante. C'est l'esprit, c'est la conquête de l'esprit plutôt que la conquête par les chiffres, en fait, c'est ça? C'est ça. Alors, les chiffres, c'est la bourse, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que les chiffres sont très importants. Mais quand j'entends des chiffres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, exactement. Mais ce n'est pas les mêmes. Oui, oui. C'est-à-dire que ça va être, les chiffres, ça va être, tu vois, l'augmentation d'un prix est un chiffre. Le nombre de ventes. Mais totalement, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, alors, qui est victime? Le luxe a vraiment est devenu obsessionnel pour le monde financier, mais en même temps, le monde financier attend des croissances à 2 chiffres, 20%, 22%, et quand tu fais 21, c'est pas assez. Donc, on est sur ce schéma. En fait, le chiffre a changé de camp. Le chiffre, c'est des chiffres de réussite. Donc, la réussite, c'est la croissance, c'est le prix ou c'est une performance écologique. Le public a tendance à penser que si c'est cher, c'est que c'est du luxe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une réalité. C'est triste. Alors moi, j'ai une vision très. Mon métier de base, c'est planeur stratégique. Planeur stratégique, dans une agence de pub, il fait des cahiers de tendance, des concepts, mais surtout, c'est l'avocat du client versus des créatifs et ainsi de suite. Donc, il dit la vérité du client. Et il dit la vérité du client aussi auprès des marques, ce qui peut lui plaire ou déplaire. Tu vois, on n'est pas là pour flatter. Moi, je suis un libre penseur du luxe et du digital depuis 18 ans et j'aime ce statut-là. En effet, ce prix, on a parlé de l'inflation et en fait, l'inflation dans le luxe, il s'en amuse quelque part. Il le détourne. L'inflation est une faiblesse pour les autres secteurs, il est une force pour le luxe. Donc, pourquoi il y a ce fantasme du prix cher, en effet. Et tu vois, on a parlé du Web 3. Regarde, moi, le Web 3 me fascine, métaverse, NFT. Alors, il y a plus de gourous du métaverse et des NFT que de clients qu'aujourd'hui. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais on les repère facilement, les gourous. Ils ne parlent que d'argent, en fait. Ils te parlent de dire, voilà, alors, tel drop NFT a fait 2 millions. Ça, c'était Dolce & Gabbana et autres. Mais c'est vrai, quand tu vois les gens du Web 3, et on en reparlera du Web 3 parce que j'investis dans le Web 3 justement, c'est une de mes vies aussi, j'y crois profondément. Elles se sont basées sur du vocable luxe. Ils ont piqué les mots du vocabulaire du luxe parce qu'on retrouve les synonymes de rareté, d'exclusivité, de statut social, le côté flex comme on peut dire, et de prix cher. Donc, en effet, c'est un couple qui paraît aujourd'hui indiciel. Alors, il y a quelques exceptions dans le luxe américain, parce que le luxe américain est inclusif. Et l'inclusivité, c'est pas simplement d'accueillir des diversités, c'est aussi d'être accueillant par rapport aux autres. En effet, quand tu prends une marque comme Telfar, par exemple, très intéressante, vend des sacs avec le même marketing que le luxe à 300-400 $. Donc, on est sur quelque chose. Mais finalement, comme ils sont faits avec en très petite quantité, le second marché fait que le 400 $ se transforme en 4000. Donc, on revient sur une histoire de prix. Le luxe est très souvent accolé à la rareté. Je pense même que c'est un des mots phares du luxe. Comment cultiver la rareté d'un produit et quel en est l'intérêt? Bon, le public de ma chaîne YouTube, c'est des porteurs de projets ou des entrepreneurs, les deux. Donc, comment tu pourrais les aider justement en appliquant les principes du luxe et surtout de la rareté à un produit? Alors, c'est simple. Tu as entièrement raison. On va être très pragmatique. Le luxe n'est plus rare. Quand tu as une industrie qui fait des milliards, la rareté, elle est exceptionnelle. Alors, il y a ce qu'on appelle l'uberluxe, en effet. L'uberluxe, c'est le sommet. Donc, c'est en effet 3, 4, tu vois, du pur sur-mesure. Donc, c'est tellement sur-mesure qu'il n'y en a qu'un. Il existe toujours. Mais il faut savoir, par exemple, que, en fait, si on fait une stratification d'une marque de luxe, tu as la haute couture. La haute couture, c'est dans le culte de la rareté. Mais les départements haute couture perdent de l'argent. Intéressant, ça. Mais la haute couture, elle sert à quoi? Elle sert à créer un désir et une preuve de rareté qui va rejaillir sur, justement, le hit bag. Et on peut dire qu'un hit bag, il n'est absolument pas rare. C'est tiré sur centaines de milliers d'exemplaires. Donc, alors, comment créer la rareté quand tu n'as pas ta haute couture? Moi, j'ai une simple... Comment dire? Il y a une arme simple, l'artiste.
il y a un rapport aujourd'hui, quand je te dis métaluxe, le luxe a pris le pouvoir sur le monde des arts. Pas simplement l'art contemporain, aussi sur le streaming. Il faut voir aussi aujourd'hui de plus en plus le nombre de partenariats, de placements de produits que tu as par exemple sur Netflix, sur le monde, avec le monde du luxe. La diversification de Netflix aujourd'hui, c'est de l'e-commerce à travers sa boutique et ne vend que de la mode, avec, tu vois, des marques souvent de luxe. Donc, le luxe, l'objet de luxe n'est plus rare. Il faut, et le luxe a besoin de cette rareté-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec des artistes. Et même, je vais aller plus loin, pratiquement, l'artiste est devenu la propriété du luxe. Aujourd'hui, qui fait le cours des artistes contemporains? Ben, c'est les collections Pinault et Arnault. Quand aujourd'hui, tu fais une collab avec une marque de luxe, d'un coup, tu as le coup de projecteur et d'un coup, les ventes s'envolent. Donc, l'artiste parce que l'art reste unique, entre guillemets, l'artiste va apporter cette dose magique de rareté que le luxe n'a concrètement plus, hormis quelques exceptions. Donc, tu vois, c'est une mécanique entre la haute couture, mais par rapport à tes entrepreneurs, impossible de faire de la haute couture. On reprend notre exemple un peu, ce visuel Tiffany. Eh bien, cette combinaison entre le Basquiat plus le couple des Carter, c'est le halo culturel, c'est le snobisme culturel. C'est finalement les trois réunis, plus ce bijou qui est la super haute couture Tiffany qui crée cette rareté. Donc, amis entrepreneurs, travaillez avec des artistes, soyez le plus... Mais là, il faut être intelligent par rapport à la chose, il faut qu'il soit influent, mais pas trop. Il faut bien le choisir pour qu'il corresponde au niveau de la cohérence. Exactement. Et puis, Métalux, on revient sur Métalux, code. En fait, plus une marque de luxe est puissante, plus elle a des codes. Quand tu fais l'expérience, quand tu fais la visite, moi je trouve aujourd'hui les Italiens sont très très forts. Ils ont pris le pouvoir dans le luxe. Alors c'est intéressant parce qu'LVMH les fait travailler et Kering aussi. Mais quand tu te fais la visite de Dior, à la fois, je reviens, c'est indispensable, sur le 30 plus le musée, c'est une visite de 2 heures sur les codes. Tout est code. Tu vois, par exemple, le parfum, le petit nœud d'un parfum Dior répond à un code. Donc, les codes, c'est ta propriété aujourd'hui. Donc, amis entrepreneurs, créez des codes visuels et travaillez avec les artistes pour les faire décupler et rendre ce qui est du logo. Tu vois, il y a une différence entre un logo et un code. Un code, tu es dans le domaine culturel. Le logo, tu es encore pratiquement dans l'affichage. Donc, codification, artification. Et ce qui est très intéressant, on revient par rapport au Web3, le Web3 et les NFT. Moi, je fais le pari que l'héritier de Virgil Abloh, qui a changé beaucoup de choses dans le monde du luxe, c'est un digital artiste. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire... C'est la suite. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas faire un drop de NFT. Penser à un métaverse sans le digital artiste qui est là et qui apporte quelque chose. Alors que le digital artiste, je peux dire, il y a 5 ans, personne n'en parlait ou quelques... ici, donc, art, artification, code, snobisme culturel. Ça, c'est des valeurs qui sont applicables, j'ai envie de dire, à tout secteur. C'est intéressant parce que je dis souvent, moi, dans mes vidéos, que les mots ont un sens et qu'il faut faire attention dans l'emploi des mots. Quand tu dis snobisme culturel, moi, je vois très bien ce que tu peux parler. Mais en fait, il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, mais snobisme, c'est pas un bon mot, il faut pas l'utiliser. Justement. Mais si, en fait. Mais justement, si, en fait. Ça permet de choisir. C'est ta cas de phrase sur la photocopie. Il ne faut pas photocopier les mots. Et moi, j'aime ce qui est piquant. Le luxe est piquant. Le luxe, c'est la tension. Alors, il y a des marques qui ne le sont pas de luxe, mais c'est une tension, le luxe. Ce n'est pas simplement la lumière, c'est la torsion, la tension. Je vais prendre un exemple très concret. Balenciaga. Donc, tu es dans cette tension, dans ce choc et autres. Mais au-delà de Balenciaga, il y a une marque qui me fascine énormément, c'est Prada. Prada qui revient en force. Et Prada est le symbole d'une marque qui est intellectuelle. Alors c'est amusant, plus elle s'explique, moins on la comprend, Prada. Et tu vois, il y a beaucoup de mots dans les campagnes Prada. Et quand tu portes du Prada, tu es une intello. Aujourd'hui, qui porte du Prada? Kim Kardashian. Léna Situation. Tu vois, tu crées ce halo culturel. Alors, je connais bien Léna Situation parce qu'elle a été mon étudiante. Elle était brillante en marketing, Léna. Donc, elle n'a pas besoin de ça. Elle est très smart. Mais
ça t'apporte ce halo culturel, non, ce snobisme culturel. Je crois que c'est BETC Luxe qui parle de halo culturel. Moi, je dis snobisme culturel parce que au moins c'est clair. Voilà, mais c'est clair, ça, c'est clair. ça. Alors après, il peut avoir une vraie passion et ainsi de suite, mais ça date pas d'hier. Le rapport aujourd'hui, quand tu vois, alors tu parlais de chaîne YouTube, j'invite tes nombreux abonnés à se balader chez Chanel, où tu as, par exemple, un podcast littéraire vidéo avec Madame de Casiraghi. Tu as une demi-heure sur... c'est un salon, tu vois, où on y cause littérature. Donc, tu vois, alors, pour les vieux qui se rappellent de Pivot, le Pivot d'aujourd'hui, c'est Chanel le pivot d'aujourd'hui, c'est un petit peu Chanel à travers justement ce rendez-vous culturel de la rue Cambon. C'est excellent l'exemple que tu dis par rapport à je sais pas si, en fait, en plus tu peux mettre oui, bien sûr, on fera vraiment des là-dessus bien sûr. comme ça, comme s'ils sont pas dans le luxe, il faut être dedans. C'est tellement riche. Quelle est la marque de luxe qui représente à tes yeux le mieux le mot luxe et surtout pourquoi? Alors, je sais que le choix est difficile. Ah oui, non, mais en fait, ça change tout le temps. Parce que moi, je suis un veilleur fou. Alors moi, je vais te donner un secret. Je ne suis pas fasciné par l'objet de luxe. J'en porte peu. Par contre, je suis fasciné par le pouvoir qu'a le luxe sur les gens. Ce qui me permet d'être extrêmement froid et de ne pas avoir un rapport affectif par rapport aux marques. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais donc ça tourne, si tu veux. En ce moment, c'est Bottega Veneta qui me fascine. Parce que Bottega Veneta a fait des pubs en disant, en gros, on n'a pas besoin de logo, on a besoin juste de 2 lettres, c'est les initiales. Et puis Bottega Veneta fait un travail sur son verre, en fait, qui fait... Enfin, tu vois, le verre Bottega Veneta, certains peuvent le trouver de mauvais goût, mais il est totalement choquant, perturbant, mémorisation, et tu sais, le rapport hyper important sur la couleur ici. Ce que fait par exemple Bottega Veneta depuis 2 ans, déjà, c'est intéressant de voir. Je reviens sur Metalux. J'aime beaucoup alors, ça va paraître bizarre, mais la communication des résultats chez Kering. C'est Monsieur Pinault qui l'a fait, forcément. Et cette année, le résultat qui était très bon, dit quelque chose de très intéressant. Il présente les marques chez Kering, justement, ça va te parler. La force des marques de chez Kering, c'est d'être tradition et disruption. Donc, le disrupteur, ça va lui parler. Donc, bon, Bottega Veneta est une marque de chez Kering. Donc, tradition et disruption, premier point. Pourtant, c'est dur de mêler les 2 mots. Oui, et bien justement, c'est ça qui est intéressant. Regarde Gucci, regarde Balenciaga, enfin voilà, c'est là. Alors, et le deuxième point, c'est Metalux. Il ne le dit pas, mais c'est la capacité d'une marque à aller au-delà d'elle-même, d'aller au-delà de son territoire natif. Donc ça, c'est le mot d'ordre. Donc c'est ça, méta. Quand je te dis, les gens disent « Oh, c'est peut-être un télo, méta ». Non, c'est penser. C'est l'extension du domaine du luxe. Pour lui, c'est même un outil de management. Et c'est amusant parce que Kering a vendu des activités horlogères parce que justement, elles avaient atteint leur limite de développement. Et ce qui est fort chez Bottega, c'est qu'il le dit lui-même, ça devient une marque style de vie. Donc quand tu es style de vie, tu peux tout faire, entre guillemets. Et il y a une prise de risque chez Bottega qui est très intéressante. Il y a 1 an, ils ont arrêté leurs réseaux sociaux. Ils ont arrêté Instagram, YouTube, Facebook, totalement, du jour au lendemain. À la place, ils l'ont remplacé par un digital magazine arty de 170 pages, très exigeant. Donc ça veut dire que la marque… En kiosque ? Non, digital, 100% digital. Okay. C'est que la marque, et là c'est ça de la pure disruption, coupons les réseaux sociaux, ayons confiance aux influenceurs et aux fans de la marque, ils feront notre communication. Et 1 an et demi après, il n'y a toujours pas de réseaux sociaux si tu veux, le buzz est à son maximum. Donc, tu vois, il y a cette prise de risque qui est là totalement méta, mais c'est vrai que c'est l'extension. Et aujourd'hui, c'est d'aller à l'inverse, là. Ils vont complètement à l'inverse. Exactement. De faire une over-communication, ils font une rareté dans la communication. Et en même temps, ils ont fait aussi ils sont passés aussi à notre fameux Times Square. Donc, c'est intéressant, c'est la distribution, tu vois, c'est l'écart, la culture de l'écart. Tout le monde est sur Insta, nous, on n'y est pas. Alors, est-ce que ça doit être dupliqué? Ça dépend à chacun. Oui, bien sûr. Mais ce qui est totalement fascinant, c'est avec ce verre hypnotique aujourd'hui. Par exemple, là, on est au Festival de Cannes. Isabelle Huppert était dans ce verre qui est totalement visible. C'est elle. C'était du Bottega Veneta. Donc, Bottega Veneta, stratégiquement, en plus, il y a un changement de créateur. Ça se passe très, très bien. Cette marque a une puissance
très intéressante. Mais pour moi, elle change tout le temps, hein, si tu veux. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Comme je le disais tout à l'heure, les spectateurs qui suivent la chaîne YouTube, c'est essentiellement des porteurs de projets, des entrepreneurs. Donc, en quoi peuvent-ils s'inspirer des stratégies de communication des grandes marques de luxe pour leur propre business? Déjà, j'ai envie de dire, ils doivent faire une veille luxe. Pourquoi? Parce que le luxe est au cœur des tendances. Le luxe fait les tendances. Donc, en même temps, j'ai envie de dire d'une façon très concrète, si tu fais ta veille sur le luxe, par rapport à ton produit, tu sais utiliser les bons codes. En fait, il faut copier le luxe, j'ai envie de dire. Il faut ici avoir cette humilité. La copie peut être bonne. Après, il faut développer son propre style. Donc, moi, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le luxe a des stratégies digitales totalement étonnantes. J'ai été un des rares à écrire avec Luxe Digital un point de vue qui dit que le digital n'est pas en retard par rapport au… Non, le luxe, pardon, n'est pas en retard par rapport au digital. Il prend son temps. Il va à son propre rythme. Parce que quand tu vois l'analyse de la crise Covid, eh bien, la crise Covid est passée sans encombre sur le luxe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'e-commerce. L'e-commerce, pratiquement en 2 ans, a été multiplié par 2 sur le luxe. Donc, tu ne peux pas multiplier par 2. Alors qu'à la base, ils étaient plutôt contre d'ailleurs. Exactement. Alors, ça dépend les maisons. Oui. Chanel, oui. Mais tu vois, je travaille longtemps pour Hermès. Hermès avait son style depuis des dizaines d'années. Donc, ça dépend. Ici. Mais ils ont réussi en quelques mois, même en quelques semaines, à se transformer en, tu vois, hyper e-commerce. Transformer les vendeurs à travers le live shopping. Par exemple, tu vois, le live shopping, quelque chose qui était « c'est bon pour, entre guillemets, nos amis chinois ». D'un coup, chez Vuitton, on a fait du live shopping. Donc, s'inspirer des expériences digitales ici. Et en effet, j'ai envie de dire, et là, ça me touche particulièrement, là, je m'investis énormément sur le Web3. Donc, le Web3, NFT et Metaverse. Tu citais en effet le webinaire qu'on a fait il y a quelques mois. On a eu 4500 inscrits sur ce webinaire, donc NFT Metaverse. C'est énorme, 4500, c'était francophone, il n'y avait pas du tout ici. Et on a distribué 400 pop NFT à la fin. Donc c'est-à-dire qu'on a distribué un NFT gratuit, cadeau, à ceux qui restaient. Et il y en avait 420. Eh bien, 400 ont réussi à télécharger. Donc, ça montre, tu vois, c'est pas parce que tu mets un NFT que les gens vont réussir à le faire. Donc, cette transformation. Moi, je crois que Luxe et Web3 partagent les mêmes valeurs. Rareté, expression d'un statut social, prix cher, exclusivité. Donc, on voit cette dimension-là font que Luxe et Web3 vont de pair. Et puis, il y a quelque chose de formidable dans le Web3. Alors là, je sais que je ne réponds pas à ta question, mais c'est cette dimension, tu sais, le luxe a été très snob avec le seconde main. Du coup, c'est les vestiaires collectifs qui ont pris la seconde main. Là, je peux te dire qu'il a la mauvaise, le luxe, l'avoir laissé un peu. Eh bien, les NFT vont permettre au luxe de reprendre la main sur la seconde main. Tu vois, dans Luxe et Digital qui sort, là, j'ai un super chapitre qui est écrit par Breitling qui a forgé près de 4000 NFT cette année. 400 000 NFT, pardon. 400 000 NFT, c'est quoi? C'est en fait, ils associent maintenant à chaque Breitling une NFT. Oui. Et ça sert à quoi ce NFT? Des services et surtout demain à avoir une marketplace
2 secondes maintenant. Donc, tu vois, le NFT. Il y avait un intervenant de Breitling, il me semble, dans un de tes webinaires qui en parlait, je crois. Voilà, Antonio. Oui, excellent. D'ailleurs, quand j'ai vu, je me souviendrai toujours de ce webinaire, excuse-moi. Oui, vas-y. Je l'ai vu, je partais au Portugal en avion, avec ma femme, on était en vacances. Et je me l'étais enregistré, tu sais, tu peux enregistrer maintenant hors ligne les vidéos. Je l'avais regardé dans l'avion, je l'avais trouvé excellent. Je mettrai le lien de ce webinaire. Et tu vas adorer le chapitre. Et il dit une phrase, il a une punchline. Avant, l'e-commerce pour le luxe, c'était la cerise sur le gâteau. Maintenant, c'est le gâteau. Puissant. Donc, par rapport à nos amis entrepreneurs, regardez les stratégies Web3 et le Web3 et les stratégies luxe par rapport au Web3. Et on voit aujourd'hui que Web3 et luxe travaillent ensemble. Et moi, j'ai le plaisir maintenant de faire partie de la Metaverse Fashion Council. Donc, en fait, c'est en gros le concile de tout ce qui est de la mode dans le monde du métaverse. Et moi-même, j'ai investi en ce moment sur un métaverse, un des premiers métaverses français qui s'appelle Mira. Et c'est fascinant. C'est fascinant parce que le luxe, dans ce côté métaluxe, et oui, dans les métaverses, dans les NFT, on sent que le luxe prend encore une autre dimension et c'est totalement fascinant. Donc, amis entrepreneurs, veillez à la fois sur les tendances et sur les stratégies digitales. Ce qui paraît surprenant, parce qu'on se dit toujours le luxe est en retard sur le digital. Non, il a la culture de l'écart, il arrive à être différent, singulier. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a beaucoup inspiré dans ton parcours d'entrepreneur, que ce soit dans le luxe ou pas, d'ailleurs? J'avoue que moi, la question de la résilience, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mais c'est même une résilience qui va au-delà. Alors moi, j'ai écrit Luxe et résilience. C'est une de mes fiertés parce qu'on a gagné je dis on parce que je suis dans le collectif. On parlait en off, j'adore. Enfin, j'ai jamais écrit un livre seul. Et j'aime surtout le livre collectif. J'écris donc il y a 2 ans, Luxe et résilience. On était 20 ensemble et on a gagné le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière collectif. Et ça marque parce que déjà Turgot, c'est le ministère de l'économie qui le délivre, donc c'est pas rien. Et surtout, c'était le premier livre sur le luxe qui a été récompensé. Donc il y a cette notion de livre est hyper important et ça me touche cette notion de résilience. Moi, la résilience, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis d'une famille pied noir, donc cette notion de résilience, mes parents ont tout perdu avec la guerre d'indépendance. Et donc la résilience a toujours été chez nous, si tu veux. Et s'il y a un livre qui m'a marqué sur ce sujet, c'est Antifragile. C'est Antifragile. Et finalement, il faut avoir cette agilité de savoir, de plus penser à un moment donné, mais tu vois, de surfer sur l'instabilité. Oser un peu s'abandonner, tu vois, et de pas sortir, de sortir de ses principes pour prendre la vague. Et c'est amusant. Hier, j'ai vu un film. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un frisson comme ça. Je me suis fait Top Gun, en plus en 4DX. Le nouveau, pas l'ancien. Le nouveau. J'étais pas fan du Top Gun en plus de 86. C'est amusant. Et alors 4DX où tu bouges dans tous les sens et ainsi de suite. Et à un moment donné, le personnage de Tom Cruise donne le conseil à son cadet en disant arrête de penser, ressens. Et Antifragile nous apprend à un moment donné à arrêter de penser et ressentir. Et moi je sais que moi qui pense tout le temps, qui bosse tout le temps, j'ai pas pris un jour de vacances depuis des années et je m'en fous et je suis très heureux comme ça. Je bosse du lundi au dimanche. On a échangé sur LinkedIn, c'était un dimanche. J'arrête pas, mais comme c'est de la passion, moi qui pense beaucoup, à un moment donné, il faut que je ressente. Donc je travaille ça et Antifragile m'apprend à ça et me méfier des technos surdiplômés aussi. Parce que ceux-là, en règle générale, ils savent tout, ils sont dans des cases et quand ils sont dans des cases, ils n'aiment pas. Et justement, dans les moments de crise, il faut sortir des cases. Le savoir, je pense que c'est une arme, mais c'est un piège. Bien sûr. Parce que je pense que c'est un piège parce qu'une fois qu'on a le savoir, on pense savoir. Mais le savoir, c'est quelque chose d'évolutif, je pense. Mais moi, je donne un conseil à tes amis entrepreneurs. Moi, je suis un semi-entrepreneur. Je le suis un peu, mais je ne suis pas un pur jus. Plus je vieillis, plus je le deviens. C'est ça qui est intéressant. Le conseil que je donne, c'est enseigner. Tu vois, moi, j'ai quitté Publicis. J'ai fait 20 ans de Publicis pour X raisons.
mais j'ai quitté Publicis pour créer une école. Et c'est extraordinaire comme expérience, parce que tu enseignes, mais j'apprends plus de mes étudiants, parce que, alors, c'était très concret. Moi, tu vois, mon deuxième livre, c'est Génération Y et le luxe. À l'époque, toutes les semaines, on avait 5-6 briefs sur les millénials. Et je voyais des agences qui répondaient en se basant sur 1 ou 2 stagiaires, inutile d'acheter tous les 3 ans. Et en même temps, j'ai toujours enseigné. Et moi, je demandais à mes étudiants à l'époque, mais qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça? Et j'ai créé cette école, Paris School of Luxury, et je l'ai pensée comme vraiment un atelier, un laboratoire à ciel ouvert pour les marques. Mais j'apprends tellement d'eux. Et franchement, d'être au contact alors millénial hier, Gen Z aujourd'hui, c'est tellement fondamental. Une des raisons de la résilience du luxe, c'est que le luxe est obsédé par la jeunesse depuis 10-15 ans. Et ça marche. Parce que, déjà d'une part, le luxe, s'il est si fort économiquement, c'est parce qu'il a une capacité à attirer des primo-accédants, toujours des nouveaux clients. Et ben, ces nouveaux clients, c'est les jeunes. Et tu comprends leur obsession des millennials, l'obsession des Z. On parle de Tiffany ici, parce que si vous séduisez les jeunes, si vous arrivez à les garder, eh bien, c'est votre résilience assurée. Et pour ça, il faut faire office d'humilité, les écouter, les intégrer, pas simplement leur proposer des marques et des purposes. Moi, je t'avoue, les manifestes de marque me font chier royalement. Parce que j'en ai écrit des tonnes, et tu te planques derrière ça, et après, c'est fini. Souvent, alors il y a une part de réalité, hein. Quand on parle de l'emploi et l'emploi des jeunes, on dit oui, il faut que vous soyez une marque impeccable, manifeste, et ainsi de suite. Pas oublier que quand même, le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat chez les jeunes. Donc, un bon salaire, une perspective. Voilà, un jeune, c'est pour 5 ans au maximum, mais vivez à fond, et avec de l'écoute et de la responsabilité et un bon salaire. Je fais une parenthèse parce que je vois tellement de conneries, parce que tu as l'impression, quand tu écoutes souvent des pros, des gourous des RH, c'est le purpose de la marque qui fait tout. Et souvent, tu as des entrepreneurs qui disent, en effet, bah super, je fais un bon purpose, mais je fais le SMIC. Non, c'est les deux. Et pour moi, en général, c'est peut-être le salaire qui est le plus important. On ne le dit pas. Regarde, par exemple, cette génération, elle est complètement, alors pas paradoxale, surtout pas, elle est métamoderne. On n'a pas parlé de métamodernité, c'est une valeur que voilà. Lisez sur la métamodernité, vous comprendrez. Métamodernité, simplement, c'est Macron. C'est le en même temps. Tu sais, n'arrives pas à comprendre. Ben, la Z, elle est métamoderne. Je te donne un exemple. En même temps, éco-warrior, un vrai stress par rapport à la fin de la planète, légitime. Et en même temps, ils ont fait le succès de Chine. Chine, c'est quand même l'hyper fast fashion. C'est la pollution à son état suprême. Les deux en même temps. Pourquoi ? Chine a compris quelque chose de très très fort sur la génération Z, et ça pour entrepreneurs, c'est qu'un Z, il consomme vos produits pour un bon produit, une expérience, mais pour gagner de l'argent aussi. Et ça, c'est complètement nouveau. Tu vois, cette notion de communauté, d'incentiver la communauté. Et ça, c'est valable. Alors, le luxe ne le fait pas encore, quoique il le fait de certaines façons, parce que quelque part, tu achètes un produit luxe, en plus, s'il gagne en valeur, bah, tu te le revends. Donc ça, c'est l'incentivisation. Et moi, je donnerais un conseil à tes lecteurs, tes visionneurs, enfin ton public, veillez sur le studio Artefact. Artefact est un studio qui a été racheté il y a quelques mois par Nike, qui ne crée que des artefacts digitaux dans les métaverses et autres. Et on voit que l'un des grands principes communautaires, c'est co-création et incentivization. Alors, comment ils font ce côté incentive? C'est très simple. Dès qu'ils font un drop, ils en vendent 100 et ils en donnent 100 à la communauté. Donc, ça fait de la rareté. Donc, les 100, soit ils le gardent, soit ils le revendent avec un bénéfice énorme. Voilà. Tu vois, à un moment donné, le marketing, c'est l'écoute de l'autre et c'est de l'anti-bullshit. À un moment donné, si tu dis oui, je vais vous faire gagner de l'argent, je vous le prouve. Chine fait gagner de l'argent aux Z. Pourquoi? Parce que Chine, déjà d'une part, il y a un marketing de la rareté, tous les 10 jours, ça change, d'accord? Donc si tu rates, je le veux, faux mot, je l'achète comment? Tu vois. Et deuxièmement, donc tu revends ton Chine, tu dois être forcément, comme il est en rareté, tu le vends un peu plus cher. Mais en plus, dès que tu buzzes pour Chine sur les réseaux sociaux, tu fais le hashtag Chine,
eh bien, tu gagnes des pourcentages. Et les pourcentages, donc tu achètes moins cher ton produit, mais comme tu le vends après, enfin, voilà la mécanique. Ah ouais. Excellent, c'est excellent. Je connaissais pas, là, tu m'apprends des trucs, je vais aller voir tout ça. C'est très, Chinois. très intéressant. Ouais, très intéressant. Eric, est-ce que je peux te demander de me faire confiance? Oui, avec Oui. plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux me tendre ta main et fermer les yeux? Voilà, et refermer la main. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. C'est la pierre du temps de Doctor Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que le Eric de maintenant dirait au Eric enfant? Alors, deux choses. J'ai détesté Doctor Strange 2. Donc, j'irai sur le Eric il y a quelques jours pour lui dire ne va pas voir le film. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je lui dirais n'écoute pas tes profs. Quelque part, on m'a dit de faire maths sup. Et j'aurais dû jamais faire maths sup. J'aurais gagné plus de temps. Et aussi, alors c'est très étrange, mais il y avait une sortie scolaire où je devais aller voir Wall Street, le film. Et on a été puni pour une bêtise. Et si j'avais vu Wall Street à 16 ans, ça m'aurait changé la vie. Eh bien, Eric, je te remercie pour la qualité de tes réponses et d'avoir pris du temps pour venir sur ma chaîne YouTube. C'était un vrai plaisir. Eh ben, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui me dis ce dont tu as envie. Merci, Franck, pour ce moment d'intelligence. J'aime vraiment ça. Tes questions étaient profondes et puis tu laisses le temps aux gens de répondre. C'est très important. On est dans le short. Le mot de la fin, on va parler catch. Parce qu'on n'a pas assez de parler de catch US. Moi, il y a un catcheur américain que j'adore qui s'appelle The Undertaker, qui vient de terminer sa carrière. Et j'invite tout ton public à regarder le Hall of Fame de l'Undertaker. Donc, il fait un TEDx et il donne une leçon, un mot, enfin 2 mots plutôt. Never content. Ne jamais se satisfaire. C'est difficile ça, parce qu'en même temps, elle est compliquée. On n'arrive même pas à la traduire. Never content, c'est ne jamais se satisfaire. C'est bien et c'est pas bien. Il ne faut pas que ça tue la santé mentale, parce que de dire, voilà, on se détruit. Mais le never content, c'est voilà, jamais rassasié, toujours faim, toujours aller plus loin. Moi, c'est le sens de ma vie, en tout cas. J'ai eu du temps à le découvrir. Mais ce qu'a dit l'Undertaker, qui est un modèle pour moi, résonne. Donc, never content dans votre curiosité, never content dans votre ambition. Allez loin. Alors, l'Undertaker, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là qui arrivait dans les cercueils, il me semble. Exactement. Lors des... Une espèce de mort-vivant. Ouais, exactement, avec un très fort branding. Très, très fort. Alors là, c'est le personnage de la... Alors, tu pourrais faire une émission sur la WWE, parce que c'est des milliards, et ainsi de suite. Il y a tout, hein, le streaming, et ainsi de suite. C'est le personnage créé le plus puissant qui peut faire un équivalent de super-héros. Eh bien, merci beaucoup Eric pour cette interview. Et puis je vais conclure en disant tout simplement que pensez que le luxe, c'est aussi ce que vous ne faites pas et que les autres font. Moi, j'ai envie de dire, ne soyez pas l'énième copie d'une énième copie. Sinon, vous vous transformerez en photocopieur. C'est dégueulasse. Et c'est pas luxe.